Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs après une victoire 1-0 face à Juventus. On va faire le débrief et après, par la suite, on va un peu parler du match de City hier. On va aussi parler du match de l'Inter Milan. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous voulez voir plus de vidéos, on continue le mondial des clubs. Maintenant, on arrive dans la phase où il ne reste plus que pratiquement les vraies équipes. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ça. Et puis, on va passer directement au débrief. Bon. Real Madrid 1, Juventus 0. Quel match les amis, quel match, parce que pour moi, ça c'est vraiment le premier match dans lequel le Xabi Ball a été confronté à une opposition de qualité. Ok, on a joué contre Al Hilal le premier match, mais la différence avec le match contre Al Hilal, c'est que c'était vraiment le premier match de Xabi Alonso. On n'était pas encore sur les automatismes qu'il voulait mettre en place. Je ne sais même pas si lui-même et ses joueurs étaient sûrs de ce à quoi leur football allait ressembler en match. Il y avait des joueurs qui faisaient leur début, il y avait des joueurs qui étaient là pour la première fois, il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Donc, là, on a vraiment une idée de ce que Xabi Alonso veut proposer. Et on tombe contre une équipe de Juventus qui, honnêtement, est magnifique. Je ne sais pas pourquoi Juventus était aussi nul l'année passée. Ils ont perdu contre, je crois, le PSV en 8e de finale de Ligue des Champions, je crois. Mais honnêtement, l'équipe de Juventus qui est arrivée aujourd'hui ici, malgré le fait qu'ils aient perdu 5-2 contre City, c'est une équipe très propre. Les deux équipes qui sont entrées pratiquement avec la même formation. Le Real qui était en 3-5-2 plus qu'autre chose. Juventus qui était en 3-4-3. Et honnêtement, les deux formations s'annihilaient. On était dans une situation dans laquelle, quand Juventus a le ballon, on ne peut pas mettre en place un pressing. Parce que déjà, tu as 3 joueurs devant, toi tu as 2 joueurs devant. Juventus a 3 joueurs derrière, toi tu as 2 joueurs devant. Ce qui fait que si les deux là partent au pressing, il y aura toujours un joueur de libre. Si Bellingham monte pour aider au pressing, tu auras le joueur sur le côté qui est libre, sur lequel Trent ne peut pas forcément avancer. Parce qu'il joue aussi à 3 en attaque. Donc c'était un peu bizarre en première mi-temps. On avait un Real qui n'arrivait pas vraiment à mettre la pression. La pression du Real, moi j'ai remarqué que c'est très méthodique, c'est par phase en fait. Ne vont pas jouer contre le PSG qui vont te mettre la pression tout le match, peu importe l'équipe que tu as. La pression du Real, c'est vraiment par phase. Ils attendent le moment, ils essayent de te presser et récupérer le ballon. Et honnêtement, la première mi-temps, qui pour moi était à l'avantage de Juventus. C'était à l'avantage de Juventus, pourquoi? Parce que déjà le Real ne pouvait pas presser. Certes, quand Juventus avait le ballon initialement, il ne faisait rien avec. Le Real arrivait à récupérer. Mais quand le Real avance, tu te heurtes à une équipe qui défend à 11 où tout le monde est rempli devant la surface. Ils ont un 5-4-1 qui est posé en bloc comme ça devant leur surface et ils ne font que t'attendre. C'était très compliqué de se procurer les occasions en première mi-temps. Et de l'autre côté, dès que tu peux un ballon, tu as un magnifique Kolo Muani qui joue en déviation avec un... Mais l'attaque de Juventus, il faut qu'on en parle. Ils ont Yildiz, Kolo Muani et Conceição. Honnêtement, les gars, ils peuvent faire de très bonnes choses cette saison. Au milieu, ils ont Locatelli et Kefren Thuram. À gauche, je pense qu'ils ont Cambiasso. À droite, j'ai oublié le nom du bouc qui est là-bas. Mais l'équipe de Juventus, qui était bien en place et qui était faite pour les contre-attaques parce que tu as un Kolo Muani magnifique qui joue en déviation. Tu as un Yildiz qui est très habile ballon au pied, qui est très bon en passe, donc il fait tout bien en fait. Yildiz, il fait tout bien. Là, il faut seulement bien défendre contre lui et espérer parce que le gars est fort. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fasse une erreur quand il a le ballon au pied. Et c'est comme ça que l'équipe de Juventus y a commencé son match. Et côté madrilène, il n'y avait pas grand chose à faire étant donné qu'ils étaient pas que devant la surface. Les plus grosses occasions sont vraiment venues sur des tirs à distance. C'est vrai qu'on a eu une passe de Valverde pour Bellingham dans l'axe qui a bien marché. J'ai bien aimé la combinaison là parce que la formation aussi ça permet à ce que si Bellingham est haut, s'il fait un appel en décrochage, ça tire le défenseur qui est là. Tu as Ada et Valverde qui sont derrière. Il suffit de mettre un ballon à Ada. Bellingham fait l'appel. Valverde fait la course derrière Bellingham. Et là, tu as un joueur qui est dans un espace libre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Valverde qui a donné une magnifique passe à Bellingham dans l'axe. Bellingham qui tire, le gardien enlève. Le gardien de Juventus qui sort avec, je ne sais pas combien d'arrêts le gardien s'y a fait, mais c'était au moins 10 arrêts. Ça, c'est sûr. C'était au moins 10 arrêts. Le gars a sorti, mais un bête de match. Mais la première mi-temps, c'était plutôt ça. On a réussi à se créer une occasion vraiment franche. La plupart du temps, c'était les tirs à distance. On essayait de faire sortir le bloc là avec les tirs à distance. Et c'est là que Xabi Alonso, c'est un coach magnifique, les amis. On n'est même pas en train d'essayer de hyper le gars, mais il entre dans le match en 3-5-2, modulable. Et dès la sortie de la mi-temps, tu sens que le gars fait les changements. Tu sens qu'il donne les consignes. Il repasse à un 4-4-2. Il laisse les Huysen et Rudiger en défense centrale. Il met un Tchouaméni un peu plus haut sur le terrain de base. Parce qu'en première mi-temps, quand Tchouaméni est trop derrière sur le terrain, ça ne nous donne pas le contrôle qu'on a là juste devant la ligne de défense. Parce que si Ada est là, il manque un joueur un peu plus haut. Mais quand tu joues en 4-4-2, sachant que les adversaires
ils essayent de refuser le jeu pour te prendre en compte. Il change, il met un 4-4-2 là, subitement tu as un Tchouaméni qui est un peu plus haut, il prend Valverde, il le met à droite, subitement tu as un joueur qui peut mettre la pression là que je disais que Bellingham ne pouvait pas mettre parce qu'il y avait les espaces derrière lui. Derrière Valverde, tu as un Bellingham, Ada et Tchouaméni qui comble les espaces là. Vinicius passe se mettre à gauche, ça devient littéralement un 4-5-1 et à partir de là vous pouvez mettre une pression en enveloppant l'équipe adverse. Je sais pas si ce que je dis fait du sens, mais si vous avez 4, 5 et 1 comme ça là, vous pouvez mettre une pression qui enveloppe l'équipe adverse et qui les force et qui les contient littéralement dans un espace, parce que si les gars jouent à 3 devant, toi derrière tu as 4 joueurs, il suffit que Trent prenne un joueur, Fran Garcia prenne l'autre joueur, les deux centraux ils battent le joueur, là tu as Tchouaméni, Ada, Valverde et Bellingham et Vinicius qui sont là pour te mettre la pression à la deuxième ligne de 4, la ligne du milieu de terrain, là ils te mettent la pression dessus et ils les font reculer vers les buts. Début de deuxième mi-temps, le Real qui s'est procuré mais tellement d'occasions, c'était magnifique à voir, tir sur tir, on mixait entre les tirs à distance, les combinaisons dans la surface et le but qui est arrivé, le qui de notre bon petit Gonzalo Garcia. Le petit n'a rien foutu en première mi-temps, on va pas se mentir, il n'a rien foutu en première mi-temps, mais quand tu es buteur, c'est exactement ce qu'on te demande de faire. Tu peux mettre ta petite pression de temps à autre, mais quand l'opportunité arrive, il faut la saisir et il faut marquer. Et j'adore le petit parce qu'il n'est pas très grand de taille, mais il s'impose à travers son jeu de tête. Il s'impose en l'air, il essaie de jouer les ballons en l'air. Magnifique centre de Trent. Gonzalo qui vient, il met la tête et subitement le match est ouvert. Subitement Juventus sent que ça c'est un match d'élimination directe, il n'y a pas d'aller-retour ici. Ils doivent se découvrir, ils doivent mettre la pression, ils doivent essayer de marquer. Et c'est là que ça devient un vrai match. C'est là que tu as une équipe de Juventus qui essaye d'être offensive, mais la défense du Real, honnêtement, qui était très bien en place. Autant défense à 5 à 4, ils étaient très bien en place, honnêtement. À part la passe en profondeur de Yildiz pour Colomwani, je n'arrive pas à trouver une occasion dans laquelle ils se sont vraiment joués de notre défense. Ils sont arrivés devant les buts et ils ont failli marquer. C'est vrai qu'il y a aussi une tête de Conceição à la première mi-temps, mais honnêtement Juventus qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions franches, quand de l'autre côté tu as les joueurs qui sont maintenant libres, ils n'ont plus les 7 joueurs devant eux, ils savent que l'équipe adverse doit attaquer et là c'est le bombardement les gars, là c'est le bombardement. J'adore le repositionnement de Valverde parce que je crois que la saison qu'on gagne la Champions League, Valverde était beaucoup plus offensif. L'année passée quand on repasse sur un 4-3-3 où on ne sait pas trop ce qu'on fait, tu as un Valverde qui est un peu bridé parce qu'il doit soit couvrir les arrières de Vasquez, soit jouer latéral, soit être MDC parce que les DC sont blessés. On a eu tellement de problèmes l'année passée, mais là tu as un Valverde qui est en projection, là tu as un Valverde qui sait se rendre dangereux. Non seulement il a une frappasse, mais il a une vitesse incroyable et là le match est devenu beaucoup plus plaisant à regarder. Tu as un Vinicius à gauche qui honnêtement ne fait pas toujours les meilleurs choix, mais il est toujours aussi efficace dans le dribble, il est toujours efficace dans la percussion, il est toujours efficace dans les combinaisons. Tu as un Fran Garcia qui se donne offensivement. Vinicius et Fran Garcia, honnêtement, la relation là me plaît de plus en plus. Je ne sais pas ce que Xabi Alonso a dit à Vinicius pour qu'il donne les passes à Fran Garcia, mais plus il donne les passes à Fran Garcia, plus l'équipe joue bien. Plus il y a la connexion entre le latéral et l'ailier là, plus vous allez vous créer les occasions. L'année passée, tu avais l'impression que Vinicius arrive, Fran Garcia fait l'appel, il essaye de tirer un gars, mais on ne va pas le suivre parce qu'on sait qu'il ne va jamais lui donner le ballon. Et Vinicius fait les gris-gris, il donne soit une passe en retrait, soit une passe dehors. Cette saison, tu sens qu'il y a la combinaison là avec Fran Garcia. Tu as un Bellingham qui se projette, tu as un Valverde qui se projette, tu as un Tchouaméni qui est un peu plus haut sur le terrain pour essayer de colmater les brèches là et récupérer les ballons pour que ça ne rentre pas trop aussi et continuer de mettre la pression devant. Tu as un Ada qui est beaucoup plus bas sur le terrain et j'aime beaucoup ça pour Ada. Quand il est plus bas sur le terrain comme ça lui permet de mieux voir le stade, ça lui permet de mieux prendre l'information avant d'attaquer. Et par moment, on a vu là, il s'est retrouvé sur le côté droit, il peut mettre un sombrero comme ça, essayer de centrer, ça peut arriver par moment, mais quand il est bridé à ce poste là, c'est le genre de joueur qui peut devenir prévisible parce qu'il a la ligne qui le bloque d'un côté et il a les défenseurs de l'autre côté. Mais quand Ada est plus bas sur le terrain, tu sens vraiment que sa créativité est au max. Et honnêtement, le match qui aurait pu être meilleur, mais je trouve que le Real a déjà fait un bon job déjà de trouver comment marquer, de préserver le but et de continuer d'être dangereux. Et si ce n'était pas une masterclass du gardien adverse, je pense qu'on pouvait gagner le match même 2-3-0. Donc honnêtement, sur ce point-là, chapeau au Real. Maintenant, il y a eu le retour de Mbappé, qui était un peu bizarre. On est dans une situation dans laquelle Mbappé entre à 20-25 minutes de la fin du match. On sait que l'équipe de Juventus est très dangereuse et ils essayent de revenir dans le score. Et Xabi Alonso, tu vois, il ne fait que dire calmer le jeu. Alors, le positionnement de Mbappé m'énerve toujours un peu. Il n'est jamais dans la surface. Tu regardes dans la surface, Mbappé est toujours quelque part derrière en train de demander le ballon au pied. Et si Xabi Alonso trouve comment faire ça marcher, moi je ne vais pas me plaindre. Mais pour l'instant, Gonzalo nous propose un profil plus intéressant en tant que buteur que Mbappé. Mais ça
ça peut changer à tout moment. On sait tous que Mbappé c'est un meilleur joueur que Gonzalo. Donc on va voir à quoi ça ressemble dans la saison. Mais honnêtement, l'entrée de Mbappé, moi je pense que c'était bien pour le remettre en jambe, pour lui redonner le feeling du stade. Malheureusement, Carvalho n'a pas pu entrer, mais je crois que c'est parce qu'on était trop défensif et tu veux mettre les joueurs qui sortent de longues blessures dans les matchs où ils n'ont pas trop à souffrir, où ils n'ont pas à trop se donner. Like, c'est vrai que Trent souffrait défensivement. Ils disent nous a frustrés, man. Ils disent Trent là, offensivement c'est bien, mais défensivement il faut qu'on en parle. À un moment il va falloir qu'on en parle. Mais honnêtement, l'entrée de Mbappé, il n'a apporté rien d'extraordinaire. Ça faisait du bien de le voir au stade. On va dire ça comme ça. Ça faisait du bien de le voir au stade. On attend voir quand il sera à 100%, quand il pourra commencer un match, quand il pourra jouer du début de la première à la dernière minute. On va voir à quoi ça va ressembler. Mais honnêtement, jusqu'ici, très satisfait de cette équipe du Real qui arrive à se procurer les occasions, qui arrive à défendre, qui arrive à changer leur style de jeu pour s'adapter au style de jeu adverse, s'adapter à ce que le match demande et essayer de proposer quelque chose de plus intéressant. Un football offensif, mais aussi bien défensif qu'offensif. Une pression par moment, une pression organisée, une pression par section. Certes, à certains moments, tu avais l'impression, tu voyais même dans le match que Bellingham essayait de mettre la pression. Il ne pouvait pas parce que Trent ne suivait pas, parce qu'il y a un joueur qui le bloquait derrière. Mais honnêtement, c'est que ça le football. Tu arrives à être tactique, tu tombes sur une équipe qui a sa tactique et tu t'adaptes, tu essayes de mieux faire. Donc, magnifique match du Real qui s'en sort. Ils arrivent en quart de finale. Comparé à une autre équipe de Manchester que les vrais abonnés savent que je n'aime pas beaucoup. Manchester City qui se fait éliminer en huitième de finale contre Al Hilal dans un match spectaculaire. Je pense que jusqu'ici c'est le meilleur match de la compétition que j'ai vu. Là, je ne pense pas qu'il y ait eu un match aussi juteux que le Manchester City Al Hilal. Si les deux équipes qui se rendaient coup pour coup, City qui a été très chanceux parce que Al Hilal a tellement manqué d'occasions. Il y a eu les pénaltys refusés il y a eu un pénalty refusé pour voici l'angle comme ça. Les gars ont coupé ici. Ils ont dit que le pénalty est refusé pour hors-jeu. C'est quoi? C'est quoi? On est dans Galactic Football, qu'on utilise les robots pour tout. Mais laissez les gars jouer au football. Laissez les gars jouer au football. Hier, j'ai entendu un commentaire qui était assez intéressant. Bon, le commentateur ne savait pas de quoi il parlait, mais il disait que si le ballon touche le manche du maillot, ça ne compte pas comme une main. Ça, ce sont les règles qu'on doit employer. Parce que le ballon ne peut pas te toucher ici. Le ballon vient, ça tape ici. Et on dit que tu as manié, on t'empêche de marquer un but. Mais non, ce sont des trucs qui sont inévitables. Et en plus, où est la différence entre ça et... Où est la différence, man? Ça te donne quel avantage de toucher le ballon ici ou ici? Là, je peux comprendre ici que tu as essayé de contrôler comme ça. Mais si tu cours comme ça, le ballon vient, ça te tape ici ou ça te tape ici. Moi, je fais la physique à l'école et je n'arrive pas à comprendre la différence. Mais bon, bref. Al Hilal qui a sorti un magnifique match contre City. Honnêtement, Ederson doit se chercher. Tu ne peux pas encaisser 4 tirs cadrés et prendre 3 buts sur 4 tirs. Là, ce n'est pas acceptable. Ederson doit se gérer. Mais bon, on est content que City soit sorti de la compétition. Mais malgré ça, City qui a une équipe dangereuse. Si les gars arrivent à reprendre leur football avec un Rodri qui est de retour, avec un Reinders qui tourne la mayonnaise au milieu, avec un Cherki qui produit les passes, mais la passe qui donne la faute, là, c'est un délice. Si l'équipe de City arrive à se gérer, on risque d'avoir un problème en Europe la saison prochaine, les amis. On va pas se mentir, on risque d'avoir un problème en Europe la saison prochaine. Mais magnifique victoire d'Al Hilal. Et de l'autre côté, tu as l'Inter Milan qui a oublié comment jouer au football. Depuis la défaite contre le PSG, les gars ne savent plus ce qu'ils font sur le stade. Ils partent de perdre contre Fluminense. Ok, je ne vais pas manquer de respect à Fluminense. Ils ont sorti un très bon match. Tu as eu un Thiago Silva impeccable sur tout le match. Mais tu es quand même finaliste de Ligue des Champions, mon gars. Donc, tu tiens une somme où est la réputation du football européen parce que tu es arrivé en finale. Si une équipe brésilienne vient te taper comme ça, qu'est-ce que les autres brésiliennes vont penser? Que tu es seulement la viande, like Inter, gérez-vous. Gérez-vous. Et c'est même pas comme si c'était excessivement dangereux et le gardien adverse a sorti une masterclass. Le match était juste teigne pour l'Inter. C'était juste comme ça, comme une équipe. Ils étaient juste comme ça. Donc vraiment, l'Inter et Man City qui sont éliminés. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir? Honnêtement, pas vraiment. Ils sont de l'autre côté de la poule. Si c'était le PSG, j'allais dire ok. Si c'était le Bayern, j'allais dire ok. Mais honnêtement, je m'en tape un peu. On sait que le gagnant va venir de ce côté-ci de la poule. Là, je ne vois vraiment pas le gagnant venir entre Fluminense,
Al Hilal, il y a encore qui de ce côté-là, Fluminense et Al Hilal et qui. Vous voyez, c'est tellement mauvais que j'ai oublié les équipes. Palmeiras et qui d'autres, man, sont sérieux. Mais bon, bref, la Coupe du Monde des clubs, c'est qui est chuteuse. Les amis, si vous êtes encore là, les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner, je vous en supplie. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Moi, j'adore la compétition. Ce qui m'énerve, c'est juste que ça fait trop jouer les joueurs. Et il y a déjà assez de matchs dans la saison comme ça, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien la Coupe du Monde des clubs. Les quarts de finale, sur les 4 cas, je pense qu'on va débriefer au moins 2. Il y a Paris-Bayern qu'on va débriefer. Et le Real contre l'adversaire qui va sortir ce soir. Ça, c'est sûr qu'on va débriefer. Les 2 matchs seront le même jour si je ne me trompe pas. Donc, on va faire un débrief cumulé pour les 2. Mais bon, les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Me dites ce que vous avez pensé des matchs en commentaire si vous voulez, bien sûr. Et on se reprend. Les quarts de finale, là, c'est quand? On se reprend samedi ou dimanche. C'est samedi soir. Samedi soir, on se reprend samedi soir. Pour les débriefs des quarts de finale, prenez soin de vous, les amis. Et on est ensemble.